Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver après plusieurs années de carême d'antenne. Je suis là, je réponds présent dans cette émission Morning Live que j'ai le plaisir de conduire de nouveau. Tout le plaisir est pour vous aussi, cette bande, de prendre position devant votre petit écran. Pour suivre cette émission qui sera consacrée à deux grands sujets. Nous allons donc décortiquer au cours de cette émission la fusion du PRD avec l'UP, l'Union progressiste, désormais Union progressiste, le renouveau. Nous y reviendrons amplement au cours de cette émission avec les invités et surtout mes confrères qui sont sur ce plateau. Et le deuxième sujet sera consacré donc au discours d'Emmanuel Macron et pourquoi pas du Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye, qui a prononcé un discours sur le plateau, il faut dire des Nations Unies, oui, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Voilà les deux sujets qui polariseront l'attention au cours de cette émission. Mais sans plus tarder, direction le Burkina Faso. Nous irons donc au pays des hommes intègres pour faire une rapide photocopie de la situation qui a prévalu hier au pays des hommes intègres. Les militaires ont manifesté vendredi 30 septembre en début de matinée devant les locaux de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Des images parvenues à notre rédaction montrent clairement le ras-le-bol des manifestants avec plusieurs pancartes aux inscriptions diverses telles qu'ensemble disons non à la France, soutenons le peuple malien, ne les abandonnons pas, peut-on lire sur ces affiches. Dans les rues de la capitale, c'est un calme ordinaire qui règne avec la présence de militaires le long de plusieurs avenues et de certaines zones proches des bâtiments de la radio-télévision du Burkina. Le lieutenant-colonel Damiba parviendra-t-il à contenir la situation? Pour le moment, la ville est au ralenti. Voilà, vous l'avez compris, le pays des hommes intègres a ouvert une nouvelle carte hier. Cette carte, vous la connaissez mieux que moi. Le lieutenant-colonel Damiba a été conjugué au passé. C'est vrai que nous n'avons pas encore les données véritables qui puissent nous permettre d'apprécier la situation sur ce plateau. Mais nous disons que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a récolté que la rançon de ces déclarations tapageuses puisque, entre-temps, rappelez-vous, amis téléspectateurs, il avait laissé entendre que si les Burkinabés ne sont pas d'accord sur la façon dont il conduit les affaires de la République, que les Burkinabés peuvent faire leur coup d'État. Le coup d'État lui a été donc servi hier dans la matinée. Il a été conjugué au passé. La gestion solitaire du pouvoir, vous vous rendez compte, quand vous ne tenez pas compte des aspirations de votre peuple, quand vous gouvernez contre les aspirations de votre peuple, on vous conjugue tout simplement dans le passé. On va y revenir forcément sur ce plateau, décortiquer les tenants et aboutissants de ce nouveau coup d'État au pays des hommes intègres. Coup d'État, les Burkinabés sont habitués. Je ne veux pas rappeler donc ce passé à ces Burkinabés-là, mais que voulez-vous? Sangoulé Namizana a été chassé du pouvoir par Jean-Baptiste Ouédraogo. Jean-Baptiste Ouédraogo a été renvoyé du pouvoir par le duo Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Par la suite, Blaise Compaoré a chassé son ami également du pouvoir. Bref, le Burkina Faso reste une histoire que nous allons décortiquer très très prochainement sur ce plateau. Madame, Monsieur, merci de prendre ce rendez-vous. Direction donc la salle de rédaction pour suivre le point de l'actualité avant de revenir sur ce plateau pour décortiquer le premier sujet inscrit au menu de cette émission. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous vous retrouvons donc comme d'habitude avec l'actualité nationale. Donc pour démarrer, la réforme du système partisan continue de donner du fil à retordre aux partis politiques en raison des mutations observées à la faveur de la mise ensemble de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique. Certains s'interrogent sur les difficultés rencontrées par les autres partis politiques, aussi bien donc des membres de l'opposition que ceux proches du pouvoir. Décryptage et analyse dans ce reportage. Suivez. Les difficultés de mise ensemble des partis politiques sont de plus en plus palpables et perceptibles par les acteurs et analystes politiques. Difficultés qui résultent de l'acceptation des uns des autres à concéder une partie de leurs attributs. Tout dépend des bases de la négociation. Si les uns, pour une raison ou une autre, ne veulent pas
concéder quelques droits, ça pourrait amener à ce que ces partis-là ne se mettent pas ensemble. Lorsque vous vous mettez ensemble, ça a toujours porté ses fruits. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez aller quand vous voulez, mais lorsque vous vous mettez ensemble, vous allez encore plus vite et plus rapide. Et lorsque vous allez pour une négociation, chacun doit pouvoir sacrifier quelque chose. Et je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de leaders politiques dans notre pays. Et si chacun ne fait pas un effort pour dire je dois concéder quelque chose, ça c'est difficile de se mettre ensemble. Se mettre ensemble, c'est accepter de perdre quelque chose. Par ailleurs, les mises ensemble et fusions enregistrées ces derniers jours sont absolument nécessaires, pense cet acteur politique. Je crois que ces partis-là doivent laisser leurs égos de côté et vraiment se mettre ensemble. Sinon, si on ne se met pas ensemble, ces partis risquent de disparaître une fois pour de bon. Les difficultés, selon moi, sont dues au leadership. Bon, si je me mets ensemble avec X, Y, Z, je risque de ne plus me retrouver à la tête du parti comme président ou prendre des responsabilités du parti. Donc, chacun veut garder sa responsabilité à la tête des partis. Et ça n'arrange pas. Parce que dans le passé, nous n'avons réellement pas de parti politique. Parce que nous avons des clubs électoraux. Parce qu'il n'y a jamais eu un parti qui a d'envergure sur tout le territoire béninois. Soit c'est des partis qui émergent dans le sud, ou c'est dans le nord, ou dans l'ouest, ou dans l'est. Nous voulons que les autres aussi se regroupent pour qu'on ait au plus 2, 3, au plus 4 partis, y compris les partis d'opposition dans les 4 là au Bénin. Pour l'acteur politique de la 6e circonscription électorale, les leçons devront être tirées des erreurs des uns et des autres pour un ancrage national, précise-t-il. Si vous ne savez pas faire des compromis, si vous ne savez pas laisser vos égos, si chacun regarde rien que dans sa direction, rien ne pourra se faire dans ce cadre-là. Alors donc, pour y arriver, il faut que de part et d'autre, que les gens puissent s'asseoir, discuter, se comprendre. Oui, rappelons que ces fusions ou mises ensemble interviennent seulement à 4 mois des élections législatives. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a représenté le Mali, à l'occasion de la 77e Assemblée des Nations Unies qui s'est tenue à New York, samedi 24 septembre 2022. Abdoulaye Maïga a rappelé l'embargo illégal de la CEDEAO sur le Mali, les violations de la France et bien d'autres sujets. Je vous invite à suivre le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises,
pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout, il y va de l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies, qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle
auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée à mon pays. À la tribune des Nations Unies la semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a dit craindre un retour de l'impérialisme avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis février et dénoncé des tentatives de partition du monde. Regardez. Choix simple au fond, celui de la guerre ou de la paix. Le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu, par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion, notre sécurité collective. La Russie a décidé, ce faisant, d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion. Aujourd'hui en Europe, mais peut-être demain en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations Unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous, et mette un terme à son agression. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes. Et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Gulf TV. Merci beaucoup. Merci donc à ma chère consoeur. On revient sur ce plateau. Eh bien, il faut dire que j'ai deux invités. Je vais démarrer par ma droite. À ma droite, lui, il s'appelle Sylvain Zontiemin. Le docteur Sylvain Zontiemin. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à toute l'équipe de Golf FM et de Golf TV pour m'avoir invité à ce rendez-vous, à ce débat. Et je crois que le débat en démocratie bonifie la démocratie et en prenant part, n'est-ce pas, à ce débat, j'espère qu'on contribue ainsi au développement de notre pays, pourquoi pas du continent africain. Merci. Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste. Alphonse, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre tous les samedis matins sur Golf TV Africa. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ce n'est pas souvent facile de vous dénicher. Vraiment. Merci de nous honorer de votre présence. Aristide, eh bien, vous êtes également sur ce plateau. Passez-moi votre nom de famille, s'il vous plaît. Le patronyme, c'est Kanoussou. Oui, Kanoussou Aristide. Bonjour. Bonjour, Modeste Anouano. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous préfèrent. C'est un nouveau week-end et un nouveau mois. On se souhaite juste le meilleur. Le meilleur pour chacun de nous, pour vous aussi, et pour votre petite famille. Léonard, eh bien, Léonard Séné-Épon. Oui, Soné-Épon. Oui, Léonard, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour à tous. J'ai écorché un tout petit peu votre nom de famille, j'espère que vous allez me pardonner. On verra ça après. Ok.
Merci de nous honorer également de votre présence. Alors, direction donc, très rapidement sur le premier sujet. Il faut dire que les 2 dernières élections organisées sous l'ère de la rupture ont consacré l'absence du parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Goumbédi au niveau du Parlement et surtout au niveau des organes dirigeants des mairies et pourquoi pas autres villes à statut particulier. Conscients donc de cette perte de vitesse, les responsables du parti ont opté, s'il vous plaît, pour la fusion avec l'UP désormais, Union progressiste, le renouveau. Une solution salvatrice, certes, pour certains, mais pour d'autres, bien des pièges figurent en pole position dans cette démarche du parti du renouveau démocratique. Oui, mon cher, donc, Alphonse Moïse Soudé, dites-nous, selon vous, quelles sont les raisons efficientes, parce que vous êtes un observateur averti de la chose politique, qui peuvent amener le parti du renouveau démocratique, qui reste un parti traditionnel, à opter pour cette politique de fusion? Vous savez très bien que le PRD, Maître Adrien Goumbédi, était président de l'Assemblée nationale quand cette loi a été votée et qu'il vous souvienne que le handicap de 10% avait été l'élément déclencheur. Ça fait que le PRD n'a pas pu réunir les 10% au niveau national parce que les partis n'étaient pas d'envergure nationale. Chaque parti avait sa zone d'influence. Mais quand ce point-là est intervenu, le PRD a perdu sur vaste. Donc aujourd'hui, le PRD, ne voulant pas disparaître, parce que si vous suivez un peu l'actualité politique, vous allez voir que les frères Douomé Plateau sont accrochés au PRD. Pas souvenir peut-être au président Akiti, pas souvenir à Moucharaf Badamassi, ceux qui ont lutté pour l'enracinement de ce parti à Porto-Novo. Donc aujourd'hui, le PRD lutte pour sa survie politique. Ce n'est pas une question de conviction, ce n'est pas une partie de on soutient la mouvance, mais on a envie, on ne veut pas disparaître. Parce que quand on dit fusion, c'est autre chose. Donc le PRD veut se donner une visibilité politique en acceptant d'aller vers l'UP. Et je crois, quand vous suivez un peu les discours, que ce soit celui du professeur Jobénou, que ce soit celui de Maître Adrien Goumbédi, c'est attention, on est méfiant l'un de l'autre. On est méfiant l'un de l'autre parce que le professeur Jobénou a parlé de trahison. Le Maître Adrien Goumbédi, ne nous obligez pas à lire les thèses pour y déceler quelconque piège. Donc aujourd'hui, le PRD joue sa survie politique. Parce que si vous êtes le Parlement au 8e, à la 8e mandature, le PRD ne s'est pas représenté. Si le PRD ne s'associe pas à un grand parti pour pouvoir présenter des candidats, à la 9e mandature, il n'y aura aucun membre du PRD. Donc, autrement dit, cette situation créée par les 10%, mais pourtant le président du Parlement béninois, à cette époque, Adrien Goumbédi, a été donc suffisamment averti par un député de ce Parlement qui lui disait, attention, Maître Adrien Goumbédi, c'est 10% que vous êtes en train de mettre dans la loi électorale, ces 10% se retourneront contre vous. Non, il a fait en tenant compte des intérêts de l'heure. J'ai dit ici sur ce plateau la semaine dernière que très peu de Béninois font la politique par conviction. On tient compte du sens de ses intérêts pour s'orienter. Donc, en ce moment précis, il y avait des intérêts à défendre. Qui vous souviennent que le PRD avait un noyau sous le mandat de Yaïk pour influencer le vote des textes. Ils ont cru qu'avec le président Talon, que ce chantage politique-là allait continuer. Malheureusement, l'arroseur a arrosé. N'est-ce pas? On se rend compte aujourd'hui de la réelle dimension du parti du renouveau démocratique, dont, selon vous, le parti du renouveau démocratique est dans une solution de rachat, c'est-à-dire aller vers l'union progressiste pour véritablement se racheter et permettre donc aux militants du parti du renouveau démocratique d'aller au niveau du Parlement béninois. Exactement, UP le renouveau avec le logo du PRD, parce que le PRD est identifié par l'arc-en-ciel. Si on n'a pas ce logo-là sur l'affiche, ce n'est pas évident que l'on vote pour eux. Une chose est d'aller à la fusion, mais l'autre est que les électeurs accompagnent véritablement le PRD dans ce jeu politique. Vous avez le sentiment que les militants du parti du renouveau démocratique vont accompagner Adrien Goumbédi et ses pairs dans ce jeu-là, dans ce jeu politique? Non, vous savez, avec la réforme du système partisan, le sentimentalisme n'a pas disparu. Si moi je suis candidat, je vais dans mon village, forcément mes parents, mes frères, mes amis, ceux à qui je fais régulièrement du bien vont voter pour moi. Quel que soit le programme que je présente, si je n'ai même pas de programme, étant donné que c'est moi, derrière moi, il y a un groupe, ils vont voter pour moi, le reste on va gérer après. C'est comme ça qu'on fait la politique chez nous. Ce n'est pas une question de conviction, ce n'est pas un programme de programme, mais c'est le sentimentalisme, le copinage. C'est un frère de la famille, c'est un frère du village, on vote pour lui, le reste on va gérer, parce que c'est grâce à lui qu'à
au début de la rentrée, nos enfants ont les fournitures scolaires, en fin d'année, ils nous font des cadeaux. Donc pour cela, on vote pour lui tranquillement. Ce n'est pas question de conviction, parce que quel programme ils vont présenter à leur mandat différent de celui du chef de l'État, parce qu'ils soutiennent l'action du gouvernement, ils ne vont pas avoir un autre programme que celui du chef de l'État. Donc ils sont obligés maintenant de jouer sur les sentiments pour pouvoir appâter les électeurs. Sylvain Zoutchemin, eh bien le docteur que nous avons sur ce plateau, dites-nous alors, que prévoit la charte des partis politiques et surtout le système partisan en cours en République du Bénin, puisque en fusionnant avec l'UP, désormais Union progressiste, le renouveau, le PRD a véritablement joué sur les lois de la République, parce qu'on parle de fusion et on parle de dissolution du Parti de renouveau démocratique, ce qui, dans ce cas de figure, n'est pas au chapitre. Bien entendu, je crois que le système partisan a préconisé dans la charte des partis 2 voies de rassemblement, je vais dire, de fusion. Il y a la fusion dissolution, il y a la fusion absorption. Alors, là, vous gardez votre identité politique. Voilà, et c'est ce que le PRD a activé, la fusion absorption, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que le PRD n'a pas disparu. Et vous allez voir que sur le logo de l'UPR, vous avez les attributs aussi du PRD. Ça suppose que le PRD garde ses attributs aux côtés, n'est-ce pas, de l'Union progressiste, l'ancienne Union progressiste. Ça veut dire que, tout simplement, le PRD va dans une aventure dont on ne peut pour le moment déterminer l'issue, mais à tout moment, ça veut dire que le PRD peut se séparer de l'UPR. Et quand vous écoutez le discours de fusion fait par le président Mbedi, vous vous rendez compte qu'en réalité, tout dépendra de comment les choses vont se passer au sein de cette fusion-là. Et par rapport à ça, le positionnement du PRD après les élections se déterminera par rapport au comportement des uns et des autres. Et c'est en cela que le système partisan est en train de se chercher. Parce que cette forme de fusion, c'est comme fusion-alliance. Moi, je vais appeler ça fusion-alliance. C'est l'alliance qu'on redoute, qui refait surface d'une autre manière. Vous allez constater que les autres formes de fusion que nous avons, c'est fusion-dissolution. On demande d'abord aux autres partis de dissoudre. Donc, dans ce regroupement que nous sommes en train d'observer autour de l'UPR, seul le PRD garde une certaine autonomie, n'est-ce pas, en cas de dissension. Et alors, il y a un problème qui se pose aujourd'hui. La politique ne peut pas être une politique partisane pleine et entière pour obtenir l'adhésion de la population tant qu'on ne connaît pas le positionnement au plan social, n'est-ce pas, des partis. En Europe, on parle de partis de gauche et de partis de droite. Le PRD, que je sache, est un parti libéral qui va s'associer à un parti de la social-démocratie de gauche. L'UPR est un parti de gauche. Le BR est un parti libéral. Vous voyez, cette forme d'alliance, cette forme de fusion, moi, me gêne sur le plan idéologique. Et tant que ça va rester comme ça va être très difficile pour la population de lire clairement, n'est-ce pas, là où on les amène, de lire clairement la vision, n'est-ce pas, des partis par rapport. Lorsqu'on parle de partis de gauche, comme l'UP, ben, ça veut dire que les actions sociales priment sur les actions, n'est-ce pas, individuelles, où c'est le bien-être collectif qui fait le bien-être individuel. Alors que du côté libéral, c'est le bien-être individuel qui fait le bien-être collectif. Vous voyez, il y a une clarification idéologique nécessaire à faire lorsque nous parlons du système partisan. Et cette clarification ne peut pas se faire dans les conditions actuelles où un parti libéral peut aller s'associer à un parti de gauche et prétendre obtenir l'adhésion de la population. Je pense que le système partisan, de ce point de vue, est à revoir en ce qui concerne la vision, en ce qui concerne les objectifs, ou alors il faut faire carrément une forme de promotion de la vision, que cette vision soit partagée par la population. Parce que tant que la population ne partage pas la vision, vous aurez seulement des votes individuels, c'est-à-dire que je vote parce que je connais la personne, je vote parce que je suis de tel fief.
Or, le système partisan se veut un système d'ancrage national où un parti doit avoir une envergure nationale, d'où l'histoire de 10%. Mais avec ça, lorsqu'on va chercher, n'est-ce pas, des alliances de gauche à droite, n'est-ce pas, parce qu'on veut avoir tel ou tel fief, sans tenir compte de l'idéologie, n'est-ce pas, des partis qui fusionnent, il y a un problème politique, d'idéologie politique qui se pose véritablement, et ça peut éloigner les populations de la vision des partis lorsque cette vision n'est pas clairement su de la population. À vous entendre parler, et lorsqu'on résume un tout petit peu votre pensée, j'ai le sentiment qu'au lendemain de ce scrutin législatif, on peut s'attendre à des démissions en cascade, c'est-à-dire les partis vont se positionner, vont fusionner pour avoir des députés à l'Assemblée nationale, et une fois donc cet objectif atteint, ces partis politiques vont tout simplement se désolidariser des partis qui leur ont permis donc d'avoir des députés dans les différentes contrées de la République. Très bien. Le système partisan n'a pas, avec l'achat des partis, réglé le problème de la transhumance. Vous observez aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où les gens peuvent quitter leur parti pour être dans un autre parti en même temps qu'ils sont députés. Et c'est fondamental. Ça veut dire qu'au lendemain des élections, nous pouvons remarquer que, certains peuvent se désolidariser du parti par lequel ils sont venus à l'Assemblée nationale et chercher à aller vers un autre parti ou carrément à en créer d'autres. Mais la difficulté est ceci. Pour le PRD, comme je l'ai dit, le problème ne se pose pas parce que le PRD, dans ses statuts, a activé l'aspect fusion par rapport fusion, adhésion, je vais dire, quelque part. Mais pour les autres qui sont dissous, les autres partis qui sont dissous, ils ne peuvent plus renaître. S'ils doivent renaître, ça veut dire qu'il faut qu'ils créent un nouveau parti, de nouveaux partis. Et là, c'est là où ça va être difficile. Mais moi, ça ne me rassure pas les événements que j'observe aujourd'hui par rapport à la stabilité du système partisan, parce que j'y note de l'opportunisme politique. Au détriment de l'intérêt vraiment de la population par rapport aux aspirations de la population en termes de bien-être. Je vous ai dit tantôt que le bien-être, lorsqu'on est parti de gauche, est beaucoup plus dans le collectif, et lorsqu'on est au niveau de la droite, c'est beaucoup plus tu te débrouilles et puis chacun est riche de par son individualité, de par ce qu'il fait, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Donc, je ne sais pas comment ça va être concilié au sein de l'UPR, je ne le sais pas encore. Peut-être qu'il y aura avec le professeur Diogbenou, le président, des clarifications par rapport à la vision de l'UPR. Est-ce que c'est le PRD qui adhère à la vision initiale ou si c'est l'UPR qui adhère à la vision du PRD dans cette fusion? Alphonse Moïse Soudé, j'ai le sentiment, finalement, après avoir écouté le docteur Sylvain Zontiemin, que le système partisan donne libre cours à la transhumance politique. Oui, parce que vous n'avez pas les mêmes tendances politiques, vous vous associez. Ce n'est pas possible. C'est une alliance contre nature. C'est une alliance contre nature. Et parce qu'on vient là, parce que, vous voyez, le PRD a envie de revenir à l'Assemblée nationale. Et tout le monde sait que Ouémé Plateau, c'est là le fief du PRD. Le PRD s'arrangera pour avoir le maximum de députés. Et rien n'oblige le PRD au lendemain des législatives de rester avec l'UP. Ils vont partir. Ça, c'est une évidence. C'est pourquoi la dernière fois, nous disons, on finira par faire comme le Sénégal. Parce qu'au Sénégal, quand vous partez à l'Assemblée nationale, sous l'égide d'un parti politique, dès que vous quittez ce parti, vous perdez votre mandat. Donc, il y a beaucoup de partis. Écoutez, il y a des partis qui ont disparu, qui devraient disparaître. Et au lendemain des élections législatives, d'autres disparaîtront. Donc aujourd'hui, ce n'est plus de la politique, il n'y a pas question de vision. Parce que des gens qui se sont combattus se retrouvent de façon circonstancielle pour avoir des députés. Donc je crois qu'il faut que nous puissions revoir. Moi, j'ai dit, tous les tests qui organisent les élections bénéfiques doivent être revus. Parce qu'on a découvert au fil du temps les différents handicaps. Donc il faut réactualiser, il faut faire un toilettage des tests. Parce que aujourd'hui, le PRD va peut-être aider l'UP à absorber le BR dans le département de Ouémé Plateau. Mais au lendemain, parce que ce n'est pas la première fois. Il vous souvient qu'il y a des gens qui forment des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour faire du marchandage politique. Quand il faut voter des lois, ils jouent de tout leur poids pour faire du chantage. Et je crois que nous sommes en train de retourner dans ce comportement-là. Donc il va falloir, je ne sais pas si c'est au niveau de cette mandature ou bien la nouvelle mandature, mais il faut revoir les lois. Parce que si je suis avec toi, je peux m'associer avec toi de façon circonstanciée, j'obtiens ce que je veux, je te tourne dos.
Parce que le PRD sait que si son logo ne figure pas sur l'affiche, les gens ne pourront pas voter. Parce que vous et moi savons très bien que les Béninois, vous prenez les membres des partis politiques. Il y a des gens qui adhèrent aux partis politiques sans lire les textes fondateurs de ces partis politiques. Encore moins savoir quelle est la vision. Ben, écoutez, le professeur, c'est mon ami, il est dans l'UP, il dit, ben Alphonse, viens, je vais là-bas, je ne cherche même pas à lui, je reste avec lui. Je fais du sentimentalisme, c'est pas ça la politique. La politique, si on faisait correctement la politique, ces alliances contre nature là, on ne les voit pas. Je suis homme politique, je défends ma vision jusqu'à ce que je sois compris un jour. Mais je ne veux pas m'associer à quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi. Nous ne sommes pas dans le même canal. Qu'est-ce qui va se passer? On a signé les textes, on va s'associer, on va avoir des députés. Et là, parce que j'ai entendu le professeur Dioguenou dire que la vision de l'UP et le Renouveau, c'est 100 députés. C'est 100 députés. Donc, ils veulent faire la razzia. Maintenant, quand le PRD va se retrouver après peut-être à 20, 25 députés, je suis autonome, je peux me retirer. Rien ne m'oblige à continuer la marche avec vous. Créer même un groupe. Je crée un groupe parlementaire et ce groupe-là peut peut-être jouer un rôle d'opposition à l'Assemblée nationale. Merci, merci donc, eh bien, chers confrères. Léonard, eh bien, vous, à votre niveau, là, vous avez certainement fait un travail dans ce sens, puisque vous êtes aussi un observateur averti de la chose politique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que le système partisan fait le lit véritable à la transhumance politique, à la cacophonie des ambitions au lendemain des élections? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là quand on parcourt véritablement les tests qui résistent le système partisan et pourquoi pas la charte des partis politiques en République du Bénin aujourd'hui? Avant de me prononcer sur la question, il faut que je définisse deux ou trois choses. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, les alliances sont impossibles. Il faut qu'on puisse aujourd'hui clarifier ce fait-là. Le PRD ne peut pas se retirer de cette union, de cette fusion avec l'Union progressiste. La charte des partis politiques l'interdit formellement. Encore que, aujourd'hui, quand le PRD va vouloir se retirer, ce ne sera plus possible puisque, entre-temps, l'UP Le Renouveau a été déjà enregistré au ministère de l'Intérieur et donc tout ce qui est tout ce qui concerne les formalités, en fait, ont déjà été à un certain niveau où ils ne peuvent plus se retirer. Il ne faut pas prendre le cas de l'UDBN et en faire une généralité. Au niveau de l'UDBN, c'était un cas spécial. C'était parce que, entre-temps, les membres du BR n'ont pas veillé à ce que l'UDBN soit rayé en quelque sorte de la carte politique en se faisant donc rétracter du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, la charte des partis politiques est claire. Il ne peut pas avoir d'alliance, il ne peut avoir que des fusions, absorptions ou des fusions mises ensemble. Et aujourd'hui, le cas donc, de l'UPR, c'est une mise ensemble, c'est une fusion mise ensemble. C'est-à-dire que ce sont deux partis politiques qui se mettent ensemble, qui ont peut-être sur le logo je dirais, des attributs, c'est ça, des attributs qui sont spécifiques à ces deux partis politiques. Maintenant, ce qui est impossible, c'est que ces deux partis politiques, après un temps, après donc s'être enregistrés au ministère de l'Intérieur, entre-temps, deux partis ont disparu pour donner naissance à un parti. Donc, le ministère de l'Intérieur, qui, n'ayant donc plus dans sa base de données, le parti d'Adrien Roumbédi ne peut plus se désolidariser et lors des prochaines élections ou bien quand ils auront des élus, vont dire que nous nous désolidarisons et va devenir le PRD. C'est impossible. Maintenant, est-ce que véritablement la charte des partis politiques, est-ce que ce système qu'on a appelé partisan, les réformes du système partisan portent en eux ou en elles les germes de ce qu'on peut constater aujourd'hui? On peut constater aujourd'hui à suffisance que depuis qu'on a instauré ces réformes-là, pour, en tout cas ce que selon le président de la République voulait, c'est-à-dire diminuer le nombre de partis politiques parce qu'il y en avait suffisamment,
quand on a fait le décompte, donc en 2018, il y en avait plus de 200. Non, il n'y avait que des clubs électoraux. Il faut avoir le courage de dire certaines vérités. Il n'y avait que des clubs électoraux. Il y en avait plus. C'était des clubs électoraux. Quelques partis politiques qui font semblant d'être des partis politiques, mais tout le reste, c'était des clubs électoraux. Il y en avait plus de 200. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on a constaté une diminution drastique. On est à environ 20 aujourd'hui. Mais véritablement, qu'est-ce qui a changé? On a constaté que lors de ces dernières élections, il y a eu des violences au niveau donc, des élections, ce qui ne s'observait pas avant. On a constaté la transhumance politique qui s'est augmentée de manière exponentielle parce que, entre-temps, le législateur n'a pas pensé, ça ne faisait pas partie du diagnostic de base de mettre un frein à la transhumance politique. Parce que le législateur, à un moment donné, s'est dit, est-ce qu'il faut freiner l'acteur politique qui est peut-être dans un parti, qui va vouloir quitter son parti pour un autre parti? Est-ce qu'il faut primer le parti politique ou primer l'élu? Et aujourd'hui, on a primé... Vous confirmez qu'en réalité, il y a des choses qu'il faut revoir dans ce système partisan? Oui, on a donné priorité en fait à l'élu. Donc l'élu est libre de quitter son parti politique sans pour autant que son titre d'élu qu'il a acquis en étant dans ce parti politique-là, en étant sous la bannière de ce parti politique-là, ne lui soit enlevé. Le système béninois a prévu donc que quand vous quittez un parti politique et que vous allez dans un autre parti politique, eh ben, que vous maintenez, que vous soyez député, que vous soyez maire, vous restez intact, on ne que vous ne soyez pas ébranlé. Est-ce que là, ce n'est pas tricher avec sa propre conscience, tricher avec sa conscience? Quand vous allez au Parlement sous la bannière d'un parti politique, vous y restez jusqu'à la fin de votre mandat électif? Non, pas forcément. Il y a deux systèmes politiques. Il y a les systèmes politiques qui prônent à ce que ce soit des partis politiques forts. Et aujourd'hui, c'est ce que est en train de vouloir prôner le chef de l'État en instaurant donc les réformes du système partisan. Et c'est quand même un contraste qu'on peut observer que dans le même temps, qu'on puisse donc vouloir promouvoir cela et en même temps ne pas être dans une dynamique de promouvoir donc le parti politique aux dépens donc de l'élu, mais également quand on va vouloir interdire le fait donc de quitter un parti politique ou un autre, c'est comme un frein à la démocratie parce que si la personne ou la personnalité qui est dans un parti politique estime que ses aspirations, l'idéologie, même si, on le sait, ils ne sont généralement pas dans les partis politiques pour des idéologies, ils y sont pour des intérêts. Ce qui est sûr, la personnalité peut dire à un moment donné qu'elle n'est plus en aspiration, qu'elle n'a plus les mêmes visions que son parti politique. Et c'est la démocratie, en fait, même qui lui permet de quitter ce parti politique-là et de rejoindre un autre parti politique sans véritablement de barrière. Merci. Nous allons prendre très rapidement l'avis du professeur, j'allais dire du docteur, par rapport donc à ce sujet-là, puisque c'est lui qui véritablement a lu pour nous comment on appelle le système partisan et les statuts au niveau de cette dimension-là. Oui, merci. Cher ami, notre ami vient de dire, non, il y a, quand vous lisez la charte des partis recommande aux partis politiques, dans leur statut, de préconiser le mode de fusion. Et dans le mode de fusion, il y a l'aspect dissolution et il y a l'aspect absorption. Bien entendu que le PRD n'a pas activé la fonction dissolution. Ça veut dire que le PRD n'est pas dissous. Vous ne pouvez pas... vous existez de droit, mais par le biais de la fusion proposée dans le même cadre juridique et législatif, vous existez avec un autre parti. Ça veut dire que les autres partis qui sont venus après, vous allez voir DUD et autres, PER, etc., ont activé dans leur statut la fonction dissolution. Vous allez voir, ils sont allés en assemblée générale pour d'abord se dissoudre avant de venir à l'UP. Donc, pour le PRD, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir aussi leur logo à côté de l'UPR. Vous voyez. On a dû mettre les deux logos ensemble. Les deux logos c'est ça, les négociations. Donc, le PRD, dans chaque parti, il doit y avoir le mode de fusion. Soit vous
passez par la dissolution pour vous fusionner, ou tout simplement vous faites une adhésion. C'est une forme d'alliance qui ne dit pas son nom. Mais pour le cas du BR, c'est que la fusion du BR avec l'UDBN n'a pas été jusqu'au bout. C'est tout. Et puis, vous voyez, ces astuces statutaires préconisées par la charte des partis n'ont pas été certainement prises en compte pour... ça veut dire que l'UDBN n'a pas activé aussi sa fonction dissolution. Mais ce n'est pas que ça, c'est parce que le processus n'a pas abouti, tout simplement, pour ce qui concerne l'UDBN. Mais pour ce qui concerne une fusion dans le cadre où la fonction de dissolution d'un parti n'est pas activée, le parti reste juridiquement existant. Okay. Ça veut dire qu'à tout moment, ce parti, n'est-ce pas, puisque quand vous êtes dissous, vous écrivez au ministère de l'Intérieur, nous n'existons plus. Le PRD n'a pas fait ça. Okay. Cette formalité n'a pas été remplie. N'a pas été remplie. Donc, ce parti existe. Il ne faut pas qu'on se leurre, hein, parce qu'il ne faut pas que demain, on dise après, le PRD a fusionné, après le PRD n'est plus là-bas. Non. Ça, il faut que ça soit très clair que dans le cas de figure de cette fusion, le PRD peut réexister encore, peut renaître. Et n'a plus besoin d'autres formalités que d'écrire au ministère de l'Intérieur pour dire ma fusion avec le ministre... L'UP est terminée. De la même manière, l'UP existe aussi. L'UP aussi n'est pas dissous en tant que parti. Et même si l'UP, le renouveau, ne s'enregistrait pas au ministère de l'Intérieur, il ne peut pas présenter des listes. Non, pas. Là, il n'y a plus la fusion. Ok, donc il faudrait qu'on les enregistre pour leur donner l'autorisation de présenter. Voilà, donc ils ont eu... Oui. L'enregistrement ne consacre pas l'annulation des récépissés des autres partis. Pas du tout. Ce n'est pas un nouveau parti, hein. C'est une fusion. Parce que juridiquement, c'est une fusion. Ce n'est pas qu'on a... Oui. Le jour où le PRD décide, vous avez dit, si je ne suis plus d'accord pour ce mariage-là, je ne m'empêche de divorcer. Tout à fait. Je retourne à mon statut parce qu'on ne nous a pas dit que l'enregistrement de l'UP, le renouveau, annule le récépissé. Non, on prend acte. On prend acte de ce qu'il y a fusion. C'est à partir de cet enregistrement-là qu'ils vont présenter des candidats aux législatives. Maintenant, les autres partis qui se sont dissous doivent aussi informer le ministre de l'Intérieur de leur nouveau statut en tant que parti dissous. Oui, justement. Parce que si jamais aussi cette formalité n'est pas accomplie et qu'ils ne vont pas jusqu'au bout aussi, et que l'UP et que le ministre de l'Intérieur considère que ces partis sont dissous, ces partis il n'y a pas de preuve que ces partis n'existent plus. Là, le récépissé ne peut pas être retiré. Aristide, non plus. Oui, le docteur donc ouvre votre volet dans cette émission. Aristide Kanoussou, dites-nous, le ministère de l'Intérieur a un rôle véritable à jouer dans cette partition-là. Cette partition, c'est-à-dire la transhumance politique, puisque les partis se créent, se défendent, se rassemblent, et bref, le récépissé s'attarde véritablement quelquefois à être délivré au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a certainement des secrets que vous maîtrisez à ce niveau-là, Aristide Kanoussou. Je ne suis pas dans le secret des cercles politiques, mais de toutes les façons, pour le peu d'informations qu'ils partagent avec nous, je peux dire, avant d'aller dans les détails, qu'il y a 3 problèmes fondamentaux qui se posent actuellement. Il y a le problème de toilettage des tests qui régissent la réforme du système partisan. Il y a le problème de formation des acteurs politiques sur ces tests-là, parce qu'eux tous ne savent pas forcément les contours de ce test. Et une fois formés, ces acteurs politiques, ou si vous voulez, les législateurs aussi, doivent restituer au peuple béninois les contours, les méandres de ce test pour qu'on comprenne les nœuds. C'est très important. Et le 3e point capital qui a rapport avec la question que vous me posez, c'est le suivi. Le suivi des institutions qui ont à charge de participer aux élections dans notre pays et bien évidemment par ricochet en passant par le ministère de l'Intérieur. Parce que quand vous mettez en place un dispositif et que vous ne suivez pas, rassurez-vous, ça ira forcément dans le décor. Maintenant, ainsi planté, en dehors de ces 3 points essentiels, il faut retenir que sur les 58 articles, si je ne me trompe pas, les 58 articles qui composent la charte des partis politiques, 4 résument le problème que vous me posez. Et je vais vous lire le tout premier article. L'article 11
de la Charte des partis politiques dit ceci: tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre d'être membre fondateur ou d'adhérer à un parti politique de son choix. Il est tout aussi libre de démissionner. Donc, à aucun moment, la Charte des partis politiques a dit que on veut limiter les démissions dans les partis, on veut limiter les promenades, on veut limiter la transhumance. À aucun moment. Mais c'est ce que les acteurs politiques ont choisi comme mode explicatif pour dire au peuple béninois que la réforme du système partisan prône la non-transhumance, prône ceci et cela. C'est vrai, ça prône le grand ensemble. Ça, c'est bien défini. Ce que plutôt la réforme du système partisan interdit, c'est à l'article 15, qui dit « Aucun parti politique nouvellement créé ou né de la scission d'un parti existant ne peut choisir une dénomination, un emblème, un logo, ou sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux de partis déjà enregistrés au ministère de l'Intérieur ou qui est susceptible d'engendrer la confusion dans l'esprit des gens. » Ce que l'Union progressiste a fait avec le PRD, c'est susceptible de créer la confusion, pour moi. Parce que le baobab est encore là, l'arc-en-ciel est encore là. Et vous venez de dire, selon vos explications, que ces deux partis existent toujours au ministère de l'Intérieur. Mais ces deux partis qui existent toujours, il y a un autre parti qui est créé, parce qu'on a dit que c'est une création. C'est la création de nouveaux partis politiques. Alors ce parti politique nouvellement créé, qui porte encore les logos des autres partis existants, comment est-ce que vous voulez appeler cela? C'est une confusion totale. Et la Charte des partis politiques interdit cela. Il y a autre chose qu'il est important de relever. Oui. C'est à l'article 25. Oui. Tout changement, et c'est ça qui a rapport avec peut-être votre question, tout changement survenu dans la direction ou dans l'administration d'un parti politique, toute modification apportée au statut et au règlement intérieur doivent, sous le mois qui suit, être notifiées par habileté de l'organe de ce parti. Le docteur l'a si bien précisé tout à l'heure. Naturellement. Alors, jusqu'ici, le ministère de l'Intérieur, d'abord, n'a pas eu de notification. Quand je prends le cas de l'UDBN, comme il venait de le dire, et je prends le cas de l'UPR, comme il venait de le dire également, de notification en ce sens. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? En tant que ministère, pour moi, la responsabilité directe qu'il implique, c'est que lui, il est là pour constater si un parti politique ne participe pas à 2 élections législatives consécutives, ce parti politique, on va lui retirer tout simplement son agrément, son droit d'existence. Il est là pour constater ça. Et ça, c'est légal, nous sommes d'accord. Mais en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les réformes de la République, quand vous constatez que UDBN ou bien PRD se sont mis ensemble devant caméra et micro, ils nous ont dit, par exemple, UDBN et le Bloc républicain nous ont dit que c'est une fusion et le parti UDBN disparaît et que même au niveau du ministère de l'Intérieur, aucun acte n'est déposé. Vous, en tant que ministère, 1 mois est passé, 2 mois est passé, 3 mois, 10 mois est passé. Vous n'avez pas cru devoir interpeller, que ce soit le Bloc républicain ou l'UDBN pour dire, mais vous avez annoncé devant micros et caméras que nous avons fait une fusion et que ce parti disparaît au profit de ce parti. Mais comment se fait-il que vous êtes encore existant? Mieux, quand vous allez au ministère de l'Intérieur, aujourd'hui ou quand vous allez sur n'importe quelle plateforme du ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas accès à la liste actualisée des partis politiques existants. Et mieux, quand vous prenez Tassi de Parakou, de Kandi, vous descendez à Cotonou, vous allez au ministère de l'Intérieur pour consulter la liste des partis politiques existants, on vous dit que vous allez adresser un courrier d'abord, et c'est en retour qu'on va vous répondre de façon individuelle pour vous notifier maintenant, les partis politiques existants. Si cela avait été fait, je le dis parce que si le ministère de l'Intérieur... Qu'est-ce qu'on cache au ministère? Si le ministère de l'Intérieur avait pris la responsabilité sur lui-même, ne serait-ce que par trimestre, de publier la liste actualisée des partis politiques existants, oui. Sur les 12 millions de Béninois que nous sommes, au moins un Béninois va se lever pour dire, mais UDBN avait disparu, on nous a dit non. Qu'est-ce qui a fait que UDBN est encore sur la liste que vous avez publiée? Et là, le ministère peut se justifier du fait que l'UDBN n'a pas déposé un acte de modification de son statut ou de dissolution de son parti. Et nous, on prend acte que les 2 partis se sont mis ensemble
pour faire un marché de Duperry. Et le marché de Duperry a commencé à partir du moment où les acteurs politiques, dès le départ, nous disent que la réforme du système partisan vise à limiter la transhumance politique. Ça a démarré à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je ne sais pas, certains brûlent d'impatience pour véritablement apporter quelque chose encore. Très rapidement, en 1 minute, puisque nous allons aborder le deuxième volet de cette émission, le deuxième volet qui est aussi je voulais aborder capitale, 2 aspects que notre ami vient d'évoquer là, docteur, par rapport au logo. Donc, le PRD n'existant plus juridiquement, donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir confusion. Vous venez de dire que le PRD existe. Oui. Non, n'existe plus du point de vue de l'activité politique. Vous voyez, n'existe plus du point de vue de l'activité politique. La fusion aussi peut être suspensive de la non-participation à une élection. C'est pourquoi il est important qu'on nous explique désormais les méandres de tout ceci, parce que ça prête à confusion en général. Parce que si le PRD ne participe, la fusion peut être suspensive, parce que la fusion est une disposition légale, n'est-ce pas, qui consacre comment appelle-t-on, le ralliement d'un parti à un autre prévu par la charte. Donc, du fait, le parti participe autrement à une élection puisque n'étant pas dissous. Je voulais juste... Et puis, le plus important pour moi, c'est l'hybridisme idéologique. C'est-à-dire qu'on est en train de l'hybridisme idéologique. Vous utilisez là un mot très fort. Hybridisme idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clarification idéologique. Non. Moi, je pense que c'est le plus important parce qu'on en a besoin pour faire évoluer le système. Oui, évidemment. Les gens tablent sur le taux d'analphabétisme en République du Bénin pour ne pas vulgariser les lois. Au niveau de la plateforme, c'est un problème technique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit s'occuper de ça. Et la deuxième chose, vous avez parlé les députés. Je ne peux pas être là et écrire des textes qui iront contre moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ces députés-là, ils étaient là. C'est eux qui ont rédigé leur charte. Et vous voulez qu'ils s'excluent, qu'on leur interdit de faire la transhumance. J'ai dit, il faut arrêter ça. Parce que si on n'arrête pas, je suis élu peut-être BR, parce que j'ai des problèmes personnels avec le responsable du BR, je quitte le BR, je vais dans UP. Après, UP me tacle, je retourne à la maison parce que la loi ne m'interdit pas de faire les allers-retours. Donc, il faut nettoyer les textes. Ceux qui écrivent les textes, moi je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas écrire des textes et demander à des personnes extérieures de vous expliquer les textes que vous avez votés vous-même. Il y a un problème. Donc, il faut qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on explique clairement. Ceux qui ont même écrit les textes ne savent pas de quoi ils parlent. La charte des partis politiques prévoit que quand 2 partis s'unissent pour faire un désormais, ils ne peuvent plus, lorsqu'il y a dissolution ou bien lorsque un parti veut se rétracter, alors que la fusion est consommée, ne peut plus reprendre ses attributs. Donc vous ne pouvez plus reprendre votre logo, donc vous ne pouvez plus reprendre tout ce que vous avez enregistré entre-temps, vous ne pouvez plus reprendre. Et si vous ne pouvez plus reprendre entre-temps, ça veut dire que vous avez disparu. Mais la charte n'a pas dit que le respecter dans l'espace initial... Non, c'est pas ça. En réalité, le logo du PRD n'est pas allé... Le logo de l'UP n'est pas le logo du PRD. Oui, tout à fait. Il y a eu quelques... l'arc-en-ciel, c'est comme on dit force Cori pour un Bénin émergent, force Cori pour démocratie, quelque chose... FDB. Donc les Cori n'appartiennent à personne, comme l'arc-en-ciel n'appartiendrait à personne. Quelqu'un d'autre peut utiliser. L'essentiel est qu'il y ait une manière de distinguer que les 2 logos ne soient pas les mêmes. Je pense. Merci à chacun de vous. Avec votre permission, nous allons passer au second volet de cette émission, le volet qui nous regarde véritablement parce que le président français Emmanuel Macron, à la tribune des Nations Unies, a affirmé des choses suffisamment graves vis-à-vis de l'Afrique. Je crois qu'il va falloir que le colon d'hier, c'est-à-dire ceux qui ont régi l'Afrique par un pacte colonial, qui est un accord économique et un système de mise en valeur d'organisation imposée, si nos amis-là comprennent qu'en réalité, les Africains ont pris désormais les rênes de leur existence et qu'il y a des choses qu'il ne faut plus affirmer tout de go. Oui, mon ami, qui a su ce plateau avec moi, journaliste émérite, Alphonse Moïse Soudé, vous avez suivi le président de la République française qui continue d'entretenir l'hypocrisie souriante et qui pense que les Africains que nous sommes, nous continuons d'être toujours ceux-là qui ont été pillés, qui ont été malmenés, qui ont été torturés. Je ne veux pas dire le nombre d'Africains qui ont été tués dans la reconquête de cette France-là. Oui, vous avez suivi le président Emmanuel Macron. Je
crois que ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire, parce que j'ai dit, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui parle? Quand les Africains, pour les deux guerres, 14-18, 39-45, nous avons combattu aux côtés de la France, nous avons gagné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? La France n'a jamais cessé son hégémonie sur l'Afrique. Je prends le cas récent du Mali. La France continue de déstabiliser les États africains. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui que la Russie leur a montré que la Russie est garçon, on demande la solidarité de tous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va falloir que la France libère l'Afrique. L'Afrique n'est pas encore libérée. Vous avez vu ce que les Burkinabés écrit? Nous, la France, merde à la France. Parce qu'ils estiment que la France va passer par le Burkina pour déstabiliser davantage le Mali. On a vu la France en Afrique. On a vu ce que la France a fait de la Côte d'Ivoire. On a vu ce que la France a fait de Kadhafi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Mais quand il y a des présidents africains qui tiennent tête à la France, nous voyons ce que la France fait. Qu'on ne nous parle pas de solidarité. Qu'on ne nous parle pas de l'hégémonie de la Russie. La France a toujours son hégémonie dans les pays africains. Et quand les Africains se décident à prendre leurs responsabilités, la France passe toujours par d'autres Africains. Regardez comment on est en train de débattre de cette affaire de mercenaires ivoiriens au Mali. Ce n'est pas possible. Et le Premier ministre, pas intérim, l'a dit clairement. Il dit quand on est des amis, on est sincère. La France n'est pas sincère. Et vous avez vu, il y a une phrase, il dit la France est anti-française. Il dit les valeurs prônées par la France ne sont pas respectées par la France. Parce qu'aujourd'hui, la France se trouve bousculée. Il faut le dire. Si vous regardez en Afrique, la Chine a déjà commencé par damer le pion à la France. Actuellement, c'est les Russes qui sont là. Donc la France est en train de perdre du territoire en Afrique. Et aujourd'hui, la France, de quoi se plaint-elle? A-t-elle fait la solidarité avec les États africains? Ou est-ce qui s'est passé au Mali? Ou est-ce qui se passe un peu partout? Quand la France a ses intérêts quelque part, elle écrase tout le monde. Il va falloir qu'on dise non. Si nous pouvons avoir des présidents comme Assimi Goïta, si nous pouvons avoir des hommes politiques comme Abdoulaye Maïga qui a tenu ce discours-là, je crois que l'Afrique va se réveiller. Parce qu'on est là, on dépend de la France. Mais pendant longtemps aussi, Bongo et Mfouet ont fabriqué des ministres français. Il va falloir que désormais l'Afrique se réveille. Parce que nous ne pouvons pas avoir toutes ces ressources minières et minéralogiques et ne pas se développer. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, la France vient se ressourcer. Ouais. La France, on dit qu'on est parti, comment ça s'appelle? Macron est allé voir, comment ça s'appelle? Le président rwandais. Pourtant, la RDC a des problèmes. Les rebelles quittent là-bas pour venir déstabiliser la RDC. On n'a rien dit sur ça. Donc, il va falloir que la France aujourd'hui dise clairement quel est le rôle que je vais jouer désormais avec l'Afrique. Est-ce que nous sommes partenaires ou bien c'est la relation colon-colonisée? Parce que dans leur tête, c'est ça. Mais aujourd'hui, que la Russie accepte de soutenir certains États africains pour retrouver leur autonomie, la France se plaît. Moi, j'ai dit, quand j'ai suivi le discours du président français, j'ai dit, mais il n'est pas sérieux. On ne dit pas des choses comme ça. Quand vous-même, vous avez une part de responsabilité dans la déstabilisation des États africains, ne dites pas ce que vous dites là. Oui, docteur. Merci. Nicolas Sarkozy a fait tuer le colonel Kadhafi. Il faut appeler chien, chien, chat, chat. Nicolas Sarkozy a été à l'origine de l'assassinat du colonel Kadhafi. Et tout le monde le sait. Et ça crève l'œil. On ne sait pas qui est à l'origine du décès de Idriss Déby Itno. Ça va se savoir, ça c'est sûr. Nous le saurons un jour, et on sait véritablement qui est à l'origine de l'assassinat du président tchadien, l'ancien président tchadien, paix à son âme. Vous avez suivi également Emmanuel Macron, qui visiblement considère l'Afrique comme une poubelle dans laquelle on peut tout jeter. Quand vous parcourez son discours, vous avez le sentiment que le nationalisme ou le sentiment d'être africain est beaucoup plus désormais prononcé dans les veines des Africains. Vous avez vu le Premier ministre par intérim du Mali qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Et dans son discours, il n'a pas buté une seule fois. C'est la preuve que c'est un militaire suffisamment intelligent, qui avait sa tête sur les épaules et qui est convaincu de ce discours qu'il est venu lire au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire la 77e Assemblée générale des Nations unies. Votre avis par rapport aux agissements, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, du président français Emmanuel Macron? Je regrette que le président français Macron, bien qu'il soit de la nouvelle génération, qu'il soit toujours en train de défendre des idées totalement surannées,
Et je crois, en écoutant Macron à chaque fois, et y compris le dernier discours, c'est comme la France d'hier qui parle à l'Afrique d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que l'Afrique n'a aucune leçon à recevoir de la France, aucunement. La France doit énormément à l'Afrique, que ce soit Première, Deuxième Guerre mondiale et à tout point de vue. Vous savez, aujourd'hui, la France est en déclin économiquement. Aujourd'hui, la France est la 7e puissance économique du monde, derrière l'Inde. Il faut que ça soit clair comme ça et que les Africains cherchent là où il y a le bonheur. Aujourd'hui, le pôle de développement dans le monde, c'est en Asie. Et tout le monde le sait. Les Occidentaux le savent. Là où on n'a pas de leçon à recevoir de la France et le discours condescendant, à la limite insultant pour l'Afrique, mais écoutez, l'intelligence est totalement partagée. Et je crois qu'il y a des gens valablement plus intelligents aussi en Afrique qui puissent... C'est pas parce qu'on dirige un pays qui a des acquis, qui a spolié l'Afrique, qu'on se permet de tout dire. Mais Macron n'est pas plus intelligent que les Africains de sa génération. Vous avez suivi un peu le sommet France-Afrique, comment il a été mis en difficulté par ces jeunes-là. C'est parce qu'ils dirigent tout simplement un pays, 7e puissance aujourd'hui économique du monde, une ancienne puissance coloniale. Mais la France n'a pas honte à soutenir Qatar. Quelle démocratie il y a à Qatar? La France n'a pas honte à soutenir l'Arabie Saoudite. Quelle démocratie il y a en Arabie Saoudite? Mais quand c'est comme ça, là, comme l'a dit le général, je crois, de Gaulle, la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Absolument que l'Afrique n'a pas d'amis. L'Afrique n'a que des intérêts. Il faut que cela soit très clair. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine nous révèle quelque chose d'assez visible. On nous a toujours vendu l'économie de la monnaie, pensant qu'avec la monnaie, on peut acheter tout. Mais l'économie de la matière, telle que nous l'observons aujourd'hui avec la Russie, montre que, bon, les matières premières en abondance sont sur quel continent, si ce n'est pas l'Afrique? Si nous privons aujourd'hui la France de nos richesses, la France ne peut pas s'en sortir. Donc, la France a plus besoin de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de la France. Ça, on peut être très clair là-dessus. L'Afrique, tous les pays africains réunis, pèsent beaucoup plus lourd que la France. Donc, de ce point de vue, je crois que un président africain m'a dit, il n'est plus, qu'il n'y a pas une seule élection en France où lui, il n'a pas dépensé et soutenu un candidat pour être élu. Pour être élu président de la République. Ça veut dire que quoi? La France est dans les bottes de l'Afrique. La France est à la limite l'échecule de l'Afrique. Et tout ce que vous entendez, les discours que vous entendez, je préfère être un dirigeant africain affranchi qui aime son peuple, qui veut le développement de son peuple. Si De Gaulle n'avait pas aimé son peuple, il ne se serait pas réfugié à Londres, accueilli à Londres et revenu libérer la France. Donc permettez aussi que les Africains aussi, de ce point de vue, dans des situations de déliquescence de leur pays, puissent, n'est-ce pas, se lever pour dire non, je prends le devant des choses. C'est en cela que je fais un ralliement avec le discours du Premier ministre malien. Un discours brillant, documenté, qui nous renseigne suffisamment. Et puis, ce n'est pas tout ce que le Premier ministre malien a dit est vérifié. Pourquoi le Conseil de sécurité refuse d'entendre le Mali? C'est déjà les jeux de la France. Ne nous cachons pas. L'Afrique n'a aucun intérêt aujourd'hui à s'allier à qui que ce soit. Nous l'avons fait. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce que nous avons récolté? Lorsque vous avez des chefs d'État qui gouvernent avec la peur au ventre, vous voulez quoi? Puisque, eh bien, il y a des chefs d'État africains qui sont des valets, eh bien, de cette France-là. Suivez mon regard. Oui, le jour où l'Afrique aura la chance d'avoir des dirigeants qui aiment profondément leur peuple, qui veulent le bonheur de leur peuple, ça va, vraiment les choses vont changer. Vous voyez ce qui se passe au Mali. On peut tout dire, on peut dire... Je ne refuse pas à quelqu'un, à un chef d'État, à un dirigeant africain, d'être partisan de la politique française. Mais qu'on ne refuse pas à d'autres aussi d'aimer leur peuple et d'avoir une vision contraire. C'est ça le problème fondamental. Vous savez, chacun a son parcours. Il y a des gens qui ont bénéficié de la France, depuis leur jeunesse, etc., et qui doivent à la France. C'est normal qu'ils obéissent à la lettre et au mot à la France. Mais pour ceux qui aujourd'hui, d'une génération, qui est la même génération pratiquement que Macron,
et qui défendent l'intérêt de l'Afrique, qui estiment que l'Afrique ne peut plus continuer à être une vache à lait, ne peut plus continuer à subir, n'est-ce pas, les remontrances et à la limite insultantes de la France et de façon générale de l'Occident. Hein, parce que quand nous disons la France, comme l'a dit quelqu'un, un politologue français, est une puissance moyenne à vocation internationale. La France n'est pas si grande du point de vue de la puissance. Nous surestimons la France en Afrique. Nous surestimons la France en Afrique. Aujourd'hui, je ne sais pas en quoi la France est première. Aujourd'hui, quand vous prenez, que ce soit en technologie, sur le plan de l'éducation, en quoi la France est première? Vous voyez, le petit pays Cuba a au moins 5 vaccins contre Covid. Beaucoup de pays l'ont. Est-ce que la France a pu avoir un vaccin? Donc, je crois que l'Afrique doit aller là où le progrès est, là où le développement est, là où il y a la technologie, là où elle peut aller pour que sa population respire le bien-être. Docteur Sylvain Soutiemin, votre passeport ne recevra pas le visa français si vous le déposez pour obtenir ce visa-là, mais je préfère que vous allez en Afrique du Sud, je préfère que vous allez au Maroc, je préfère que vous allez en Chine, je préfère que vous atterrissiez au Cuba. Il y a de bonnes choses que vous allez ramener pour la République. Alors, oui, mon cher ami, Aristide Kanoussou, vous avez suivi le discours du Premier ministre par intérim malien. Un discours intelligent, le docteur l'a dit tout à l'heure, un discours, plein d'avenir, puisque là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on le dit dans notre jargon de communication. Mais entre-temps, il a qualifié le président nigérien de quelque chose. Je n'ose pas le dire, vous allez le dire tout à l'heure, mais nous avons le sentiment que Abdoulaye Maïga est un Africain plus que jamais, puisqu'il révèle au grand jour ce que ceux-là sont pour le continent africain. Des chefs d'État africains de l'Afrique de l'Ouest qui sont déstabilisateurs de l'Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, Aristide Kanoussou. Merci Modeste Anouanou. Il est africain plus que jamais. Et si je veux me mettre à dire ou à redéfinir les nombreux points, pour ne pas dire tous ces points qui m'ont satisfait dans sa déclaration, on ne quitterait pas ici aujourd'hui. Il faut dire simplement que j'ai été non seulement rassasié de satisfaction, mais aussi constipé à la fois. Constipé parce que tout ce qu'il a dit est vrai. Et quand je prends un Emmanuel Macron, avant de venir à votre question, de Abdoulaye Maïga qui traite Bazoum d'étranger, Emmanuel Macron, dans son discours, n'a fait que vilipender la Russie. Il vilipende la Russie et il estime même que la Russie a réactivé l'impérialisme colonial à travers 3 points essentiels. À travers, d'abord, la manipulation de l'information, alors qu'il n'y a pas meilleur manipulateur ou manipulatrice d'information que la France. La preuve, la France a fermé tous les organes de presse, pour ne pas dire RT, la Russie, la télévision russe qui était en France, a fermé la fréquence de cet organe-là. Et pourtant, au Mali, quand le Mali a fait la même chose, la France estime que le Mali est dans le décor. D'accord ? Donc, il n'y a pas meilleur manipulateur ou meilleure manipulatrice que la France. Il a dit que la Russie veut justement mettre à mal l'Afrique à travers l'alimentation. Nous avons des terres fertiles. Nous avons une géographie très appropriée pour nous nourrir, nous autosuffire. Il a dit que la Russie veut nous mettre à mal à travers l'énergie. C'est nous, Africains, qui éclairons la France. Et pourtant, l'Afrique est dans le noir. C'est nous qui éclairons à travers notre aluminium la France, toute la France. Et pourtant, l'Afrique est dans le noir. Ce n'est pas nous qui éclairons la Russie. Donc la Russie, c'est plutôt la France qui nous met, nous, en difficulté ici. Ce n'est pas la Russie. Parce que la Russie ne nous prend pas notre aluminium. Donc c'est de ça qu'il est question. Eh bien, il a dit que les pays qui ne sont pas non alignés sont des pays qui sont complices et qui participent à une guerre qui ne dit pas son nom. Au nom de la souveraineté de chaque pays, pourquoi estime-t-il que si on n'est pas aligné ou si on dit qu'on est contre ce que l'Occident fait en complicité avec l'Ukraine, il estime que nous sommes des criminels? Pourquoi on ne devrait pas avoir la souveraineté de choisir? C'est ça qui est aussi grave. Et Macron reste à des milliers de kilomètres pour dire que le Mali, par exemple, est en train de tuer les Peuls. Quand il dit ça, lui qui dit, par exemple, qu'il est en train de prôner la paix, il dit que le Mali est en train de tuer sa population, les Peuls. Qu'est-ce qu'il attend de cette ethnie-là à l'endroit du régime souverain du Mali? La révolte, la rébellion, la tuerie, des massacres comme ils ont eu à le faire au Rwanda. D'accord ? Petite parenthèse. Il est essentiel donc que les chefs d'État africains œuvrent pour la paix dans leur propre pays.
Tout à fait. La gouvernance solitaire, il faut conjuguer la gouvernance solitaire au passé et permettre au peuple de se parler et permettre au peuple de s'exprimer pour que les gouvernants se saisissent des besoins véritables de ces populations-là que d'opprimer, de renvoyer, et bien que d'opprimer tout le temps. Moi, je crois que c'est ça fondamentalement qu'il faut que les chefs d'État africains prônent désormais, et bien pour permettre à cette France-là de ne pas continuer de profiter des terres africaines et de continuer par faire ce que le Mali a dénoncé au niveau du Conseil de sécurité. Modeste Aniwanou, souvenez-vous, Emmanuel Macron est toujours resté sur la tribune là-bas à des milliers de kilomètres en France pour dire, en son temps, c'était Nana Akufo-Addo qui était président de l'exercice de la CEDEAO, pour dire que ce que le Mali était en train de faire, que c'est grave, que lui va appeler le Nana Akufo-Addo pour lui donner des instructions fermes, qui va prendre des sanctions contre le Mali. En tant que quoi? Il s'immisce dans les affaires de l'Afrique. Oui, parce que, en tant que quoi? Parce qu'il considère Nana Akufo... Quelqu'un comme Bazoum, qui s'aligne derrière quelqu'un comme Emmanuel Macron, au travers de la CEDEAO, parce que la CEDEAO est à sa solde, à la solde d'Emmanuel Macron en quelque sorte. Quelqu'un comme Bazoum, qui s'aligne derrière Emmanuel Macron et qui vient aussi vilipender le Mali, n'est pas un patriote. C'est tout ce que Abdoulaye Maïga voulait faire comprendre au peuple béninois en disant que Bazoum n'est pas un Nigérien. S'il était un Nigérien de sang, et il avait le sang patriotique du Niger ou de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus même des États, on parle de l'Afrique. On est tous africains désormais. Donc s'il avait ce sang, il n'allait pas s'aligner derrière Emmanuel Macron pour vilipender le Mali ou incriminer le Mali. C'est de cela que Abdoulaye Maïga voulait parler. Oui, Abdoulaye Maïga, qui mérite, tel que j'ai souvent pris l'habitude de dire sur ce plateau, d'aller au Panthéon, même si le Panthéon c'est en France là-bas. Voilà, véritablement. Donc, nous allons poursuivre le cours normal de cette émission. J'ai mon ami Alphonse Moïse Soudé, qui certainement a quelque chose à dire par rapport donc au discours de Macron avant que Léonard ne vienne véritablement rendre la mayonnaise agréable. Ouais, la France africaine en difficulté. La France africaine en difficulté. Vous attendez quoi de cette France-Afrique-là? Qu'est-ce que ça a apporté de façon substantielle à la République? La France-Afrique ne fait que détruire l'Afrique. Chirac l'a déjà dit. Vous savez, s'il te plaît, s'il vous plaît, Chirac a dit aux Français que dans votre poche, vous avez l'argent de l'Afrique. Oui, c'est clair. Vous savez, ça, c'est Chirac qui l'a dit. Le docteur l'a rappelé aujourd'hui. Et je l'ai dit tout à l'heure, le président Bongo et le président Oufoué fabriquaient des ministres français. Il faut parler aussi du président. Le président Bongo, le président togolais, feu président. La campagne présidentielle des présidents français. Même Kadhafi l'a dit. Donc aujourd'hui, il a été d'ailleurs tué à cause de ça. Il revient à l'Afrique et il revient au président africain de reconnaître les intérêts. Si nous avons les intérêts avec les Indiens, on y va avec les Indiens. Si nous avons des intérêts avec les Russes, on y va avec les Russes. Parce que qu'est-ce que la France nous rapporte en Afrique? La France vient installer son hégémonie et la France veut contrôler, non. Mais pourtant, les pays africains ne se développent pas. Nous avons tout en Afrique pour se développer. Toutes les ressources minières, nous avons ça. On dit que la RDC est un scandale géologique. Mais vous voyez l'état de la RDC. Vous voyez, la RDC a tout pour se développer. Mais tout le temps, c'est la rébellion venant du Rwanda pour piller. Et pourtant, la France est derrière. Macron a rendu visite au président Kagame. Est-ce qu'il est allé en RDC? Il n'a rien dit. Non. La France parle de démocratie, mais ne nous donne pas des leçons de démocratie. La France encourage les dictateurs en Afrique. Parce que quand il demande au peuple, il sait que les peuples, c'est un peuple de guerre, il demande au peuple de se révolter. Ça, c'est grave pour un président qui parle de la sorte. C'est criminel. C'est criminel. Appel à l'insurrection. Oui, parce que c'est un terrorisme d'État. Moi, je suis fier de ce qui s'est passé au Burkina. Parce que les Burkinabés ont dit notre pays risque d'être une base arrière pour déstabiliser davantage le Mali, parce que notre président en a donné la caution. Et par conséquent, il faut le dégager avant que le danger n'arrive. Et c'est aussi simple que ça. Donc je dis, si nous ne pouvons pas être, on ne peut pas être ensemble en tant qu'Africains pour que l'Afrique se développe, parce que nous avons touché, nous. La grande voix l'a dit, il faut aller chez eux, apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Il faut aller chez eux pour apprendre à lier le fait au fait. On va apprendre de la technologie qu'on doit exploiter chez nous. Nous avons les ressources, on ne se développe pas. Pourquoi? Parce que nous avons des chefs d'État qui nous dirigent, qui peuvent recevoir des ordres par téléphone. Il faut que l'Afrique dise au président français, nous sommes des partenaires, nous ne sommes plus dans la relation
colonisé, colon. C'est fini ça. Tant qu'on ne va pas taper du poing sur la table. Moi, je dis, Abdoulaye Maïga, c'est un homme. Hein, et il a parlé posément, avec sérénité. Il faut que désormais, les Africains disent à la France. Ouais, parce que tout le temps, Macron a passé son temps à accuser la Russie. Ils connaissent la force de frappe de la Russie. Tout le monde sait qui est Poutine, hein, ancien patron de KGB, qui maîtrise quand même l'information du monde entier, qui dirige aujourd'hui un pays. Il sait où frapper pour libérer l'Afrique. Léonard, vous avez écouté tous les développements sur ce plateau. Vous avez suivi également le président français. Vous avez suivi aussi Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim du Mali, qui aujourd'hui a été porté en triomphe, même s'il continue d'avoir un respect véritable pour l'actuel président du Mali, qui dirige donc cette république-là. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le réveil est complet, total sur le continent africain, même s'il y a certains présidents qui traînent encore les pas? Quand j'écoute ce discours, c'est un discours mémorable. C'est un discours qu'on n'avait jamais entendu depuis 2009, en tout cas venant de l'Afrique. Qu'il vous souvienne, Kadhafi qui a démonté tout le monde à cette même tribune. Aujourd'hui, moi je vais plus m'attarder sur la partie où Abdoulaye Maïga parle de Ouattara. Il parle de Ouattara qui véritablement vient généralement donneur de leçons. Or, dans son pays, il a fait réviser les textes pour revenir une troisième fois. Aujourd'hui, c'est le mal le plus profond de l'Afrique. Généralement, c'est les présidents africains qui veulent tout le temps revenir, révisent les constitutions, reviennent. Et on sait, avec le temps, et quand on regarde... Le pouvoir en Afrique est juteux. On regarde depuis les indépendances. La Côte d'Ivoire a été toujours un épicentre de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, depuis Houphouët jusqu'à Ouattara. C'est-à-dire que vous regardez le général Dodds, quand ils ont voulu prendre le pouvoir au niveau du Bénin, ils sont d'abord passés par la Côte d'Ivoire. Et les exemples sont légion. La Côte d'Ivoire, généralement, vend les autres pays à la France ou bien aux autres États pour se faire une petite tranquillité, une petite aisance. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, c'est ce pays-là qui, véritablement, en termes économiques, prend un peu de l'avance sur les autres pays. Et ce n'est pas anodin. C'est justement parce que, à travers les stratégies, à travers les stratagèmes, ils font généralement de sorte que, quand les autres pays, dès qu'ils se mettent en rébellion vis-à-vis de la France, on les livre rapidement. On vient donc en Côte d'Ivoire, on essaie donc de trouver les stratégies adéquates pour déstabiliser le pays en question. Et la Côte d'Ivoire s'est toujours illustrée. Il ne faut pas qu'on confonde la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien qui est, droit dans ses bottes, qui est un peuple hospitalier, qui est un peuple véritablement qui a la solidarité dans ses gènes, mais les dirigeants de ce pays-là ont toujours eu la culture d'avoir un rattachement. Ils n'ont pas voulu jusqu'à maintenant couper le cordon ombilical avec la France, et ça perdure, ça persiste, et l'exemple est là, patent. On a vu que ces mercenaires-là ont voulu déstabiliser le Mali, on les a attrapés, la main dans le sac, et maintenant ils ont voulu, on trouve tous les stratagèmes pour dire qu'en vérité, ce n'était pas l'intention première, alors qu'on sait bien que c'est le cas. Cette émission tire à sa fin. Nous allons donc repartir du côté de la régie, puisque nous avons juste un petit extrait du nouveau patron du Burkina Faso, celui qui est à l'origine du coup d'État d'hier. Nous allons l'écouter très rapidement avec, j'allais dire, la complicité de nos amis de l'ombre qui sont de l'autre côté et qui véritablement mettent les doigts sur les boutons pour permettre aux téléspectateurs d'être servis sur ce plateau. S'il vous plaît, la régie. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 02, peuple du Burkina Faso. Concitoyennes,
concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous ce jour 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. Voilà, vous l'avez compris, eh bien c'est donc cette déclaration qui met un terme à cette émission. Cher ami, juste un petit mot pour dire au revoir aux téléspectateurs. Bon, pour dire au revoir, la Russie ne peut pas coloniser l'Afrique. Nous n'avons aucun passé colonial avec la Russie, donc c'est une coopération assumée. Si nos anciens parents n'avaient pas la vision, la clarté et la connaissance du monde que nous avons aujourd'hui, et ils ont pu accepter la colonisation, jamais l'Afrique n'accepterait aucune colonisation. Et refuse d'ailleurs la néocolonisation qu'on veut nous imposer. Je pense que les jeunes militaires burkinabés qui viennent de prendre le pouvoir, j'estime qu'ils vont le diriger pour le bien de leur peuple. Merci beaucoup. Oui, je voudrais dire au président africain qui trahit son peuple sera trahi. Merci également. Oui, Aristide. Merci simplement à la junte au Burkina Faso. Et il faut rappeler, pour les deux sujets essentiels que nous avons développés, en quelques mots, il faudra que le toilettage des tests soit fait concernant les partis politiques, que la formation des acteurs politiques soit de mise et que la restitution des méandres des lois soit aussi de mise. Et surtout, pour finir, il faut le suivi. Le suivi, oui. Léonard? Aujourd'hui, les pays du Sahel sont ébranlés par les coups d'État, sauf la Mauritanie un peu exceptée. Et quand on prend donc ce pays-là, il faut dire que c'est le 8e coup d'État qui vient donc de s'opérer au niveau donc, du Burkina Faso. Merci. Merci à chacun de vous. Amis téléspectateurs, nous n'avons pas eu la prétention de satisfaire tous les goûts. Eh bien, c'est ça, eh bien, l'activité humaine. Merci donc de nous avoir reçus chez vous. On prend rendez-vous pour demain matin, même heure, même fréquence.